Je vais donner maintenant la parole, après l'avoir présenté, à Monsieur Marc Loisel, qui est peut-être notre intervenant le plus atypique, puisque il est lui aussi artiste, mais architecte. Mais ce n'est pas d'architecture qu'il va nous parler, il est le neveu d'un peintre, hélas décédé, qui s'appelait Christian de Cambière, euh, peintre régional, puisqu'il est né en 1932 à Montauban et décédé à Toulouse donc en 2016. Et donc, nous sommes très contents que vous veniez nous parler de son œuvre. Votre oncle, qui était diplômé de Sciences Po, école d'art bien connue, s'oriente dès les années 50 vers la création, motivée par la découverte de l'abstraction américaine et celle de l'art informel. Je ne fais que citer ce que vous m'avez dit. C'est de son œuvre dont vous allez nous parler, et plus particulièrement de son œuvre logicielle, qui couvre la période, grosso modo, 1990-2016. En 2019, une réalisation posthume initiée par vous-même et votre frère Philippe, avec la junior entreprise de l'INSA, va aboutir à la mise au point de Fragment, qui est un logiciel. Ce logiciel a été présenté à l'occasion de la rétrospective de ses travaux à Nérac, rétrospective organisée par l'association William Blake, dont nous avons M. Furlan présent. Voilà. Et c'est aussi grâce à cette rétrospective que nous avons eu connaissance de ce travail, de l'œuvre de votre oncle. Et donc, c'est de sa faute si vous êtes là ce soir. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et en tant qu'architecte, vous avez le permis de construire votre intervention à votre guise. C'est à vous. Bonsoir. Merci à tous les membres du Club Audio pour votre invitation. Particulièrement à vous, Monsieur Denis Lacoste, pour votre présence rassurante, je dirais, votre constance dans l'effort, puisque un an après cette conférence arrive enfin. Je dois préciser à Monsieur le Président que je suis nullement expert. Voilà. J'ai la seule qualité, pas difficile à obtenir, d'être le neveu, en effet, de Christian de Cambière. Et je crains qu'après l'intervention de Monsieur Marange, qui était très fourni et qui pose des tas de questions très passionnantes, je sois que dans l'illustration et rien de plus. Voilà, donc je suis architecte en effet, on dit que c'est le premier des arts. Je vous avouerai qu'au quotidien, j'ai plus l'impression d'avoir les mains dans le cambouis que de pratiquer un art. Mais bon, voilà, donc alors pour situer, je suis évidemment familier de la personne de Christian de Cambière depuis que je suis jeune et également de son œuvre sans l'avoir parfaitement comprise. En tout cas, jusqu'à un âge, on va dire à la fin de l'adolescence, c'était très difficile, surtout quand la culture artistique est très limitée. Vous pouvez avoir la sensibilité artistique sans avoir la culture, et je pense qu'on peut comprendre l'art si quand même on a un brin de culture artistique. Je ne suis pas certain que l'émotion suffise à comprendre l'art, ou alors on occulte une bonne partie une bonne partie de ce qu'on pourrait apprécier vraiment si on n'a pas la culture et une perspective légèrement historique. Voilà. Alors, je suis désolé, je ne vais pas être aussi bavard que M. Marange. J'avais préparé un PowerPoint. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de partager à l'écran et de le commenter. Si la solution vous va bien, je n'en ai pas d'autres. Il y aura quelques photos. Voilà, dites-moi si ça convient. Aucun problème. Christian de Cambière est né en 1932, donc pour dire qu'il n'est pas né avec un clavier ou un écran sous les yeux, et décédé en 2016 en effet, donc des études atypiques, puisque en effet il n'était pas destiné à faire les beaux-arts ou à pratiquer un métier artistique, mais quand même ça c'est l'importance parce qu'il y a une vue politique sur les choses quand même. Donc son goût vient de l'abstraction américaine, des artistes américains. Vit et travaille à Toulouse, donc occitaniste convaincu. Je précise la chose car il a été associé
au Mostra del Larzac, qui a été un mouvement important en France dans les années 60, fin des années 60-70. Et il envisageait la décentralisation culturelle comme la possibilité d'émergence d'avant-garde artistique. Alors, je précise tout ceci avant de venir à la partie purement numérique, parce que ça a son importance. Il y a une généalogie réelle et le choix du numérique n'est pas innocent. Donc, sa carrière, on peut dire, commence au milieu des années 60 et à partir de 1968, ses œuvres sont défendues par le critique d'art Michel Tapier. Et donc, ce Michel Tapier, bon, qui a défendu des artistes importants, hein, qui œuvrait beaucoup, enfin, dans le monde entier, au Japon, en Allemagne, en Italie. Pardon. Et qui était très influencé donc, par le travail de logique mathématique de Bertrand Russell, et qui a théorisé donc, les notions d'espace abstrait et d'ensemble de signes. Voilà. Je dis ça parce qu'à la base de l'art de Christian de Cambière, il y a la notion d'axiomatique artistique. Bon. Alors, pour le situer, donc, il a participé à la création des groupes VR, donc à Paris, et il a créé donc en 1975 le groupe Peinture Itération, donc, qui est un groupe particulier qui prônait donc l'itération dans la peinture, à savoir vous prenez un module, vous lui faites faire des transformations, permutations, voilà, donc on part sur une axiomatique artistique. Et si je puis dire, c'est pas la subjectivité qui s'exprime, voilà. Et il a été associé donc au courant lettriste. Donc bon, pour les personnes qui connaissent, c'est des personnes comme Isidore Isou, Sabatier, Altman. À la fin des années 70, il juge nécessaire l'approfondissement du conceptuel de l'abstraction, dans la mesure où il juge que l'abstraction a épuisé son fond. Et au cours de la réflexion, il s'interroge sur le rapport que entretient le sujet, donc l'artiste, avec l'œuvre. Et vraiment, ce qui lui pose un problème, c'est la subjectivité de l'artiste. Peu à peu, donc, il substitue au concept de composition, donc de nature heuristique, c'est-à-dire donc, quand on fait des recherches pour arriver à la solution, celui de distribution algorithmique. C'est-à-dire que l'intervention du sujet donc, est déplacée du domaine des réactions esthétiques immédiates vers celui plus distancé de la mise au point et de l'application de systèmes générateurs de l'œuvre. Donc, il a exposé en Europe, France, Italie, Espagne, et à San Francisco, en fin de carrière, on va dire, donc aux États-Unis. Alors, sa position théorique, bon, qui est très résumée, hein, parce qu'il était toujours ouvert au débat. Donc, j'ai voulu parvenir à des œuvres d'art qui, en quelque sorte, se déploieraient d'elles-mêmes. Et je me souviens du discours de M. Marange qui met l'accent sur l'émotion. Je crois que c'était Christian de Cambière, c'était tout l'inverse. Il avait une sensibilité, je dirais, presque janséniste. Et il ne fallait surtout pas, en tout cas, montrer ses émotions. Donc, pour lui, le système algorithmique mettait à distance, finalement, le sujet artiste avec son œuvre. Voilà. Et donc, l'art, depuis longtemps, a renoncé à imiter la nature dans ses manifestations apparentes, mais ces œuvres que j'appelle distributionnelles, parce que le concept de distribution est une clé de ces œuvres. Donc, prendre un modèle sur les combinaisons systématiques de la nature et simulerait son mode de faire. C'est-à-dire que, bon, on sait que l'art a tenté d'imiter la nature, mais ce que souhaitait faire Christian de Cambière, c'était non pas imiter la nature, c'était imiter le process de fabrication de la nature. C'est-à-dire qu'on est dans la répétition et dans la différenciation. Je passe voilà, alors une série de ces œuvres, donc avant l'apparition du numérique. Donc au tout début, on est plutôt dans la matière. On voit rapidement un système calligraphique
mise en place. Donc cette œuvre, par exemple, date de 1967, donc c'est le courant lettriste. Rapidement, on abandonne le pinceau et pour utiliser l'aérographe et le pistolet. Petit à petit, donc vous voyez, donc on est toujours dans l'usage quand même du pistolet et donc de l'itération de la distribution. Voilà, donc ce sont des œuvres en fait très conceptuelles, on va dire. On n'est pas, l'artiste, comment dire, n'est pas là pour mettre en noir sur blanc ou sur fond ses émotions. On peut le deviner au titre de ces œuvres, juxtaposition, ponctuation, concaténation, c'est-à-dire on fait subir à un module des opérations. Voilà, donc ça à peu près c'est les années 80, voilà, et arrive l'ère numérique, donc je lis sa citation, de sorte que le sens du rapport entre l'œuvre système et les œuvres plastiques est double. L'œuvre système a été créée à partir des œuvres plastiques et désormais des œuvres plastiques peuvent être créées à partir de l'œuvre système. Voilà, cette citation résume un petit peu son parcours parce que tout ce qui précède annonce la partie numérique de son œuvre, donc qui démarre à peu près dans les années 90, avec la montée en puissance évidemment de la micro-informatique. Son premier logiciel s'appelait Voyageur et c'est là qu'interviennent donc les spécialistes puisque cette œuvre donc, qui est qualifiée d'œuvre système avec la question de savoir où se trouve le lieu de l'œuvre. Est-ce que c'est finalement le logiciel lui-même ou les œuvres qui en émanent? La question reste posée et se la pose lui-même. Il prétendait quand même, peut-être avec une légère coquetterie intellectuelle, que c'était vraiment le logiciel qui était une œuvre système. Hein, voilà. Dans la mesure où elle contenait potentiellement toutes les œuvres possibles. Donc, cette œuvre donc, du nom de Voyageur a été présentée à Toulouse, alors pour les nostalgiques, au Forum des Arts de l'Univers scientifique et technique de Toulouse, donc alias FOST, donc qui a eu ses heures de gloire. Et le logiciel a été élaboré donc avec l'aide du Fonds régional d'art contemporain Midi-Pyrénées et surtout d'un spécialiste. Donc je crois que M. Marange y faisait allusion. On a toujours besoin, quand on n'est pas programmateur soi-même, d'un spécialiste, en l'occurrence donc M. Simon Tressière, qui est mathématicien et informaticien, pour dire que il ne faisait pas usage de logiciels qui sont en vente par les plus grands éditeurs bien connus, donc je ne citerai pas leur nom, mais à chaque fois c'était un logiciel donc, qui était spécialement conçu pour les événements sur la base d'une idée qui lui était propre et, donc, et qui était en pleine filiation avec l'œuvre qui précédait, que je vous ai brièvement exposée. Donc, 90-2000 voyageurs. Cette planche, simplement pour dire que le logiciel voyageur a été de nouveau exposé à l'École nationale de l'aviation civile, donc au centre Léonard de Vinci, le bien nommé, parce que je crois que la personne de Léonard de Vinci cristallise bien la rencontre entre le monde des sciences et techniques et de l'art. Voilà, et cette plaquette, donc qui porte d'ailleurs le cachet de centre Léonard de Vinci, donc de l'école de l'ENAC, qui date en fait de 1972 et qui fait part d'une exposition dont la première manifestation avait lieu à Berlin en 1968 pour dire que l'art et le numérique n'est pas une idée nouvelle, donc elle date au minimum du milieu des années 60. Et dans cette plaquette, on lit cette chose intéressante qui est le chemin de l'art graphique automatique est ouvert, donc la notion d'art automatique. Je crois que M. Marange, dans la fin de son intervention, y a fait allusion. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une perspective, voilà. Une perspective que mon oncle Christian de Cambière
à envisager, mais de façon très conceptuelle. C'était presque une causa mentale, comme aurait dit Léonard de Vinci. Néanmoins, outre des projections et la conception, l'élaboration de ces logiciels, il y avait toujours à la clé une fabrication matérielle. Donc vous voyez, par exemple, donc, dans les années 90, une peinture sur toile, donc c'est vraiment de l'acrylique avec des pochoirs sur fond blanc. Ici, une légère 3D, c'est-à-dire que ce sont des planches de contreplaqué peintes avec des peintures. Ici, un petit bloc 3D, donc vraiment pareil, du contreplaqué empilé et peint. Et là, une commande de la ville de Montauban, donc qui est toujours visible évidemment, qui est un stabile qui est faite donc à partir de formes qui ont été générées par le logiciel Voyageur, donc qui a demandé un gros travail d'entreprise. Donc vous voyez qu'on est toujours dans le faire, dans la fabrication, et que le logiciel que l'on peut projeter ne se passe pas quand même d'une chose matérielle. Voilà. Je vais à la planche suivante. Alors, c'est un autre logiciel qui s'appelle Explorer et qui a été présenté, donc, pareil, à la Novella. Donc, la Novella, je ne sais pas si elle existe toujours, je ne suis pas certain, mais on peut dire que c'était un petit peu les suiveurs de Faust, donc, et au musée des abattoirs, voilà, et avec toujours l'intervention d'un spécialiste, donc en l'occurrence l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, donc l'IRIT, l'équipe bien nommée Vortex, voilà. Et à partir de, on va dire, des années 2000, il y a quasiment plus de production matérielle, et on complète la chaîne de la production matérielle tout simplement par des fichiers et qu'on amène à l'imprimeur, chez l'imprimeur, et l'imprimeur imprime ça sur des bâches ou du PVC, des plaques de PVC. Donc, alors, je dis simplement une chose, c'est que l'artiste, quand même, exerce toujours sa subjectivité dans la mesure où c'est lui qui choisit les œuvres qui sont générées par le logiciel. Planche suivante, bon, une petite performance qui consistait donc à faire des permutations d'un nom donné, donc en l'occurrence c'était le nom Cambière, et il avait associé donc à cette performance une lecture par synthèse vocale, donc associer le son, voilà, donc, mais on était vraiment dans un univers purement digital. Donc, alors, fragment. J'arrive à fragment, donc il avait émis l'idée de ce logiciel, donc il n'a pas eu le temps de la mettre en œuvre. Donc, à sa mort, avec mon frère Philippe, là, je précise qu'il est ingénieur informaticien et dans les télécoms. Donc, il a aussi une expertise, lui, très technique. Il aurait pu s'en occuper de ce logiciel. Il n'a pas eu le temps parce que son travail le prend pleinement. Donc, nous avons décidé, à l'occasion de cette rétrospective qui a eu lieu, en effet, à Nérac, sous l'égide de l'association William Blake et de son président, M. André Furlan, donc finalement de lui donner une vie à ce logiciel. Donc dans la droite lignée des logiciels précédents, hein, donc Voyageur et Explorer. Donc elle a été conçue donc en 2019 en effet, et grâce alors de nouveau à l'intervention de spécialistes, donc puisqu'il est nécessaire quand même de la programmation, puisqu'à chaque fois c'est un logiciel sur mesure, je peux dire, hein, je répète, ce ne sont pas des logiciels comme Maya ou autres logiciels, donc des grands éditeurs. Et donc, intervention de spécialistes, en l'occurrence, donc c'était la junior entreprise de l'INSA de Toulouse. Vous voyez là, des étudiants très réjouis là, sur ces deux petites photos, qui ont eu un réel plaisir à participer parce que la plupart du temps, les demandes sont orientées vers des choses très techniques. Ils étaient très contents d'être associés à une aventure un peu artistique. Voilà, ça les changeait vraiment de leur ordinaire. Voilà, alors la façon, c'est que, alors mon frère a une grande part dans la rédaction du cahier des charges. Vous voyez, c'est ce qu'on voit en petit. Donc, il a rédigé vraiment le cahier des charges. Après, donc, pour voir le process, donc c'est l'entreprise
la junior entreprise qui s'est chargée de faire le programme, hein, de fabriquer l'algorithme. Je passe à la page suivante. Donc, le principe était deux aléas. Donc, vous avez un aléa qui est lié au mélange des fragments. Donc, alors, le nom, c'est fragment, en effet. Une petite parenthèse sur la personne de Christian de Cambière. Donc, évidemment, il savait qu'il allait terminer sa vie. C'était un lecteur de Sioran, donc il avait lu le principe de décomposition. Outre d'être, d'être janséniste, il avait, une vision particulière de la vie. Et son art, qui tentait d'imiter la vie, mais non pas dans sa matérialité, mais dans le process de fabrication, son art va de la naissance jusqu'à la mort. Et donc, le terme fragment, son idée, c'était composer, décomposer. Donc, on arrivait à la décomposition d'une image. Voilà, donc je dis ça parce qu'il y a quand même une idée un peu philosophique derrière. Voilà, donc j'arrête sur cette parenthèse. Voilà. Donc, alors, bon, le petit rappel, oui, rétrospective de ses œuvres. Donc, alors, dans la salle des Écuyers au château Henri IV à Miracle, que je vous invite à parcourir parce qu'elle est vraiment somptueuse. Donc, alors, la façon dont ça a été mis en œuvre, c'était un micro-ordinateur, rétroprojecteur, et les images ont été directement projetées sur la maçonnerie de pierre. Donc, quelques images sur la planche qui suit. Donc, vous voyez l'image qui a été décomposée, et petit à petit, elle se recompose, décompose. Donc, le film peut n'être sans fin. Bon, ça constitue en quelque sorte une sorte de tripping numérique pour reprendre le vocabulaire des artistes des années 50-60 et en particulier de Jackson Pollock, pour toujours le situer dans une forme d'abstraction qui l'a poussé, je pense, jusqu'à ses retranchements, puisque c'est la puissance de l'outil informatique qui l'a permis. Voilà. Je crois que j'en ai fini là sur mon intervention et merci beaucoup pour votre attention. Voilà, c'était une simple illustration, ça n'avait pas d'autre ambition. Merci beaucoup. Merci à vous, Marc Loisel, parce que c'est vrai que l'intérêt de votre intervention, c'est surtout d'avoir finalement quelque chose de très concret et l'évolution d'un artiste qui n'était peut-être pas destiné à ça au départ et qui ensuite est passé par un certain nombre d'étapes, l'étape du pinceau, hein, du crayon, et puis de l'aérographe, et puis finalement de l'outil numérique derrière à la fin. Et qui devient à la limite une œuvre sans fin, d'après ce que je comprends, puisqu'il suffit de réactiver fragments et dans 50 ans, dans 100 ans, si tant est que le logiciel puisse toujours fonctionner, c'était aussi une autre question, votre oncle continuera, entre guillemets, à créer grâce à ce logiciel bien longtemps après lui. Je crois que vous avez compris l'essentiel des choses. Moi, je soulignerai un aspect presque psychologique, c'est-à-dire qu'il y avait une obsession chez lui, c'est vraiment la mise à distance du sujet avec l'œuvre. Il ne fallait surtout pas mettre en avant la subjectivité de l'artiste, ce que permettait justement la fabrication d'un logiciel, d'un algorithme. À un moment donné, l'algorithme et le logiciel est autonome, il fabrique des objets sans cesse et de façon infinie. Et je crois que c'est réellement ce qui l'intéressait avec cette question que je repose. Peut-être que M. Marange pourra nous donner une question, mais la fin de son intervention, c'était en même temps une ouverture et une question. C'est où est le lieu de l'œuvre? Où est le lieu de l'œuvre? Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Marc Loisel. Quelqu'un veut intervenir, vous questionner, peut-être? Une fois? Oui, peut-être, je peux dire un mot si vous voulez. Monsieur le Président. On note que Christian de Cambière était vraiment un novateur dans l'usage des outils de prolongement de l'artiste avec des outils numériques. Mais au bout du compte, moi, je m'interroge un petit peu. Quand on voit une machine qui va se mettre à créer toute seule des associations de couleurs, de rectangles, de pixels, est-ce que c'est vraiment une création artistique? Là, c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, dans la mesure où il dit qu'il reste maître des choix,
il est quand même initiateur dans cette création. Je ne veux pas lui retirer, bien entendu. Mais bon, quand on dit qu'une machine crée quelque chose et que cette machine fait œuvre artistique, il y a de quoi s'interroger. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que la question s'adresse à l'ensemble de vos invités? Oui, ça s'adresse à l'ensemble, bien sûr. Voilà. À vous-même, si vous voulez. Et ne répondez surtout pas si on veut rester dans le timing. Je ne veux pas vous embarrasser. En tout cas, c'était très intéressant et je vous remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir cet artiste de la région, Christian de Cambière. Je peux le rapprocher de Miguel Chevalier. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est un artiste qui présentait dans le cadre du musée de Montauban, le musée Ingres, des créations. Mais là, c'était différent. On partait d'un tableau de maître et l'informatique le transformait, le traitait, le faisait évoluer jusqu'à des choses tout à fait étonnantes, intéressantes. Mais là, c'était quand même purement une création d'une machine à partir d'un tableau de maître. Je vous recommande d'aller visiter. Vous voyez que ça, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner sur l'écran. On ferait un poster de plus. Ça donne des compositions. Oui, j'en ai suffisamment derrière. Ça donne des compositions étonnantes qui peuvent peut-être se rapprocher de ce que faisait Christian de Cambière. Si je puis me permettre, là, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, allez-y. Si je puis me permettre, lors de la novella, tout simplement, il a exposé aux côtés de Miguel Chevalier. Miguel Chevalier était l'artiste qui était dans la salle à côté, au musée des abattoirs. Voilà. Donc, le rapprochement était juste. Merci.